Salut les marques et les smarts et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui résume et analyse la WWE. Je suis Giscal et je suis accompagné de Bad Karma. Comment ça va, Bad Karma? Salut tout le monde, salut Giscal. Bah écoute, moi ça va bien. En cette journée un peu neigeuse. Pas trop froid dans ta contrée? Non, ça va, il fait pas froid, je suis bien couvert. Mais Bon, dehors, je vois la neige qui tombe, ça commence à s'accumuler sur les toits. Ça, ça laisse ouais. présager de quelques soucis routiers. Bon, ouais, j'espère que nos auditeurs aussi sont bien couverts, sont bien vaccinés, font bien attention parce qu'en effet les températures chutent. Mais les températures ne chutent pas par contre à la WWE et à Monday Night Raw en particulier, puisque oui, genre je l'ai pas dit, hein, nous allons analyser l'épisode de Raw du 21 janvier 2019 qui se déroulait à Oklahoma City, dans l'Oklahoma. Et donc non, ça redescend pas la température puisque c'est le Go Home Show du Royal Rumble, le Royal Rumble, un des pay-per-view les plus attendus, qui se déroule ce dimanche à Phoenix. Et donc pour ce dernier épisode pré-Rumble, l'ouverture du show a été faite par nul autre que Brock Lesnar, la bête qui nous a fait l'honneur d'une seconde apparition consécutive à Monday Night Raw, c'est beau. Il était bien évidemment accompagné de Paul Heyman. Donc Paul Heyman nous fait du Paul Heyman. Il nous vend un petit peu ce nouvel adversaire, hein, qui est Finn Balor, ce nouvel aspirant numéro 1 qui a été désigné la semaine passée après avoir fait le tombé sur nul autre que John Cena. Donc voilà, il nous fait. Donc c'est assez. On va voir que cette promo tourne pas mal autour du cryptique de la mystique biblique, hein, puisque Finn Balor va être comparé finalement à un martyr, presque au Messie un petit peu, hein, donc Finn Balor va servir pour Brock Lesnar de martyr. Il va être sacrifié pour nos péchés finalement de croire en Finn Balor, croire qu'il va peut-être pouvoir, qu'il est capable de battre Brock Lesnar. Paul Heyman n'y croit pas. Paul Heyman veut faire de Finn Balor un martyr et donc voilà donc il y aura un peu tout un champ lexical de la Bible, du martyr, du Messie et au Royal Rumble ce dimanche, Finn Balor, il nous annonce que Finn Balor sera sur le dos après le compte de 3, après un F5 et il criera "Oh my God, oh mon Dieu, je crois en Brock Lesnar". Donc voilà, c'est un petit peu à qui sera le dieu, le Messie de l'autre. Ce sur quoi Vince McMahon, la musique de Vince McMahon retentit. Donc là, c'est l'artillerie lourde, hein, pour ce Raw pré-Rumble. Vince McMahon qui arrive et donc petite promo, alors très vintage, hein, toujours sympa de voir Vince et Heyman se lancer dans une joute verbale. Donc écoute, Vince, lui, il a une autre petite métaphore biblique à nous raconter. C'est voilà, évidemment, quand on pense à Finn Balor contre Brock Lesnar, on pense à David contre Goliath. Voilà, est-ce que David qui avait vaincu le géant Goliath, est-ce qu'il en sera de même? Vince, en fait, lui, il est pas si sûr, hein. Il est un petit peu dans la lignée de ce qui s'est passé la semaine dernière, quand il avait dit à Finn Balor que Finn Balor était un peu trop petit, entouré de géants. Il croit pas au conte de fées. Il pense que peut-être que le public y croit, mais lui, il y croit pas. Et alors là, on continue, porte de saloon, puisqu'on parle de Goliath. C'est Braun Strowman qui arrive. Pendant que Lesnar est mort de rire. Donc là, ça se chauffe un petit peu. Brock Lesnar qui fait semblant d'empêcher Braun Strowman de rentrer dans le ring. Braun Strowman qui nous raconte que la semaine dernière était la pire journée de sa vie, que Baron Corbin, on se souvient, lui a coûté son match de championnat, lui a coûté $100,000 avec l'amende pour avoir pété la limo. Mais que lundi, c'était aussi la soirée la plus chanceuse de Brock Lesnar. Et que si Brock Lesnar est toujours champion après le Rumble, il n'en a pas fini. Enfin, Finn Balor arrive. On essaye de respirer dans tout ça, mais c'est impossible. Finn Balor qui arrive, et alors lui, il dit voilà, c'est same old shit, un petit peu, hein. C'est ce qu'il nous raconte. Voilà, Monday Night Raw, ça commence, ça roule des mécaniques, mais en attendant, s'il y en a un qui essaye de changer le game un petit peu, c'est Finn Balor qui a battu 3 types la semaine dernière à lui tout seul, dont le meilleur. Alors c'est un truc qui revient en ce moment pas mal dans les promos, hein. C'est The Greatest of All Time, c'est un moniker qui est attaché à John Cena en ce moment. Donc voilà, il a battu le meilleur de tous les temps, John Cena. Heyman en arrière-plan qui dit le deuxième meilleur de tous les temps, parce que c'est Brock Lesnar le meilleur.
Bon bref, on abrège, la promo continue. Lui, il pense que il est capable, qu'il sera David qui battra Goliath. D'ailleurs, encore une fois un échange avec Vince McMahon. Et alors là, on voit arriver un petit peu le truc gros comme une maison à ce moment-là. On se dit attends, David contre Goliath, ok, on a compris. Mais il n'y a pas un autre Goliath dans le ring. Bah si, il y a Braun Strowman. Ça donne une idée à Vince McMahon. On commençait déjà à avoir compris. Eh ben, Finn Balor va affronter Braun Strowman. Et à ce moment-là, d'ailleurs, je sais pas si t'auras pensé à la même chose, Camille, mais moi j'étais là en train de me dire ah putain, ils vont filer une victoire à Finn Balor contre Braun Strowman avant le Rumble. Ils vont le faire. C'est le méga top booking express en 2 semaines. Et donc, ouais, je book parce qu'il y a pas grand-chose à dire sur le match. Puis après, je te laisse la parole. Braun Strowman contre Finn Balor. Bon bah du coup, du David contre Goliath pure souche. Braun Strowman, bien évidemment. Alors, voilà, en tout cas, les rumeurs, c'est ce que ça dit, mais pas complètement remis. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il est sorti du match. Donc, il fait un match de catcheur blessé plutôt intelligent. Donc voilà, il utilise sa puissance pure. Il fait un peu le poteau au centre du ring pendant tout le match. Finn Balor qui lui tourne autour un peu comme une mouche. Et donc, il lui met des close lines, il lui met quelques power moves. Et donc, je trouve qu'on utilise plutôt intelligemment la puissance de Strowman sans trop le mettre en difficulté. Et ce qui devait arriver arriva. Coup de grâce sur Strowman, on se dit ça va le faire, mais non, parce qu'entre-temps, il y avait eu un petit peu de bisbille autour du ring. Brock Lesnar rentre dans le ring, casse le tombé, F5 sur Finn Balor, disqualification et victoire d'une certaine manière de Finn Balor, mais bon, voilà. Voilà pour cette ouverture de show et ce booking pour le match pour le titre universel. Plein de choses. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je vais être très d'accord avec ce que disait Finn Balor. C'était un peu same old shit. Ouais. Paul Heyman qui débarque en faisant du Paul Heyman, c'est bon, ça fait depuis qu'il est client de l'avocat de Brock Lesnar qui fait ça. Ça fait 5 ans que ça dure, stop, j'en peux plus, moi, arrêtez. Vince McMahon qui dit qu'il croit pas dans les petits gabarits, c'est pas un scoop non plus, c'est un vieux truc. Voilà, donc il y a pas grand chose de neuf à la WWE de ce côté-là. Comme tu disais, au fur et à mesure du segment, on commençait à se dire bon bah ça va finir en Balor Strowman, et puis on verra bien ce qui se passe. Le petit twist intéressant quand même, c'était la présence de Lesnar qui est resté au bord du ring tout le temps, qui a pris un peu la foudre aussi de la part de Balor, quelques petits dropkicks bien sentis. Ouais, ça, un dropkick dans les barricades qui était pas piqué des hannetons. Il faut préciser aussi quand même que suite à un saut par-dessus la 3e corde, Balor avait atterri dans les bras de Strowman qui s'était pas gêné pour lui faire une souplesse. Les bras de Lesnar, oui, tout à fait, ouais. Lesnar, oui, ouais, une souplesse impressionnante d'ailleurs, ça a failli mal finir. Mais... Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, pourquoi l'arbitre il disqualifie, donne. Ah oui, c'est vrai, tu fais bien de le dire, oui, je me suis posé la même question, oui. Et je me suis dit, c'est dans la storyline, il doit se dire que l'autre, il avait juste essayé de se débarrasser de l'opportun. Bref, pourquoi pas. Mais du coup, ça amène à la disqualification suite au F5 et à la victoire de Balor, qui est quand même booké assez costaud. Hein, il est bien. Il montre qu'il est capable d'affronter des Golgoth et de s'en sortir. Alors là-dessus, je te coupe, je te redonne la parole, mais est-ce que tu trouves pas justement, tu dis il est booké assez costaud, bon, je suis d'accord. Est-ce que ça a pas manqué un petit peu de cojones, on va dire, dans le booking? Est-ce que ça aurait pas été sympa de le faire gagner, parce que c'est un peu ça l'histoire, de vraiment le faire gagner contre Braun Strowman, pour nous faire encore plus croire qu'il est capable de le faire contre. Est-ce que c'est dommage de pas être allé jusqu'au bout? C'est toujours ce petit truc un peu 50-50, on a l'impression qu'ils veulent pas aller au bout de leurs idées. À lui donner une victoire clean. Ouais. Quelque part, oui, ça aurait pu être bien, mais après, si Strowman il perdait encore un match clean, tu te disais ça sert à rien, quoi. Strowman il sert plus à rien. Ouais, mais clean, mais quand je dis clean, peut-être un truc un peu à la filou, tu vois, genre il profite d'une étourderie, Braun Strowman qui s'enfonce dans le poteau, un petit roll-up ou un truc, je sais pas, pour montrer que voilà, sur un match, tout peut arriver, il est capable de le faire, parce que c'est un petit peu ça qu'on essaie de démontrer finalement avec Finn Balor.
Oui, tout à fait, tout à fait. Non, c'est vrai qu'il y avait moyen. Après, je pense que ils ont choisi cette solution pour arriver à ménager le chou et la chèvre, comme on Oui, dit clairement, communément. clairement. Ouais. Strowman apparaît à peu près costaud, même malgré sa blessure. Lesnar apparaît comme dangereux et Balor apparaît comme quelqu'un qui peut poser problème sans trop de difficultés. Donc ouais, je trouve que c'était pas si mal. Le match en lui-même était bien. Tout ce qui était un peu avant, c'était long. Mais il y avait de quoi faire. Et j'ai envie de voir le match de dimanche. Là, du coup, moi, là, je suis hypé. Ouais, au final, c'est un petit peu ça la morale, c'est que bah c'est assez efficace quoi. Enfin, c'est vrai que c'est un peu long. Je suis tout à fait d'accord avec quand tu dis que bah Finn Balor, il avait grave raison quand il est arrivé. C'était un petit peu le soulagement d'ailleurs. Tu sentais que le public était avec lui hein, quand il était là, ouais, same old, machin. Ouais. Bah c'est vrai que c'était un peu same old shit. Alors c'était fun de voir Heyman et Vince se parler comme ça, de voir Brock Lesnar évidemment parce qu'on le voit pas souvent, mais c'était un petit peu same old shit. Et puis là tu vois le nouveau challenger qui arrive, qui dit un peu des vérités, donc c'était cool. Et puis bah ce match qu'on voit arriver gros comme une maison, qui arrive, le résultat presque le bon résultat. Moi je te dis c'est un petit peu le seul défaut de ce segment, c'est que je trouve que ils ont fait un super boulot avec Finn Balor en 2 semaines, et c'est là où tu vois quand même à quel point ça peut aller vite. Enfin genre 2 semaines où tu mets vraiment tous les arguments, toute la machine derrière un catcheur, bah paf, ça te fait un challenger sympa, frais et dans lequel on peut croire. Donc ça va très vite. Et moi je reproche, voilà, c'est le truc que je trouve dommage, c'est que bah quitte à y aller, autant y aller à fond. Et tu le faisais gagner. Je pense que Braun Strowman s'en relèvera assez facilement. Voilà, c'est un petit peu le petit reproche. Mais en tout cas, en tout cas segment voilà qui donne envie. Et Finn Balor, bon, je sais pas si, enfin moi personnellement, c'est pas mon pronostic. Je pense pas qu'il va gagner, mais je trouve que les 2 semaines ont fait du bon boulot pour, pour rendre sa défaite plus magnifique et plus positive dans quelques jours contre Brock Lesnar. Et quelque part, il y a un élément qui, moi, j'ai remarqué aussi, c'est qu'en 2 semaines, ils ont tordu le cou à tous ceux qui disaient il y a un an, lors de la feude Balor-Wyatt, bah, ils ont enterré Balor. Bah non, là, Mais oui, voilà, mais évidemment. en 2 semaines, ils l'ont déterré, ils l'ont ressapé comme il faut. Mis sur un Voilà, piédestal. Puis même Ouais. quand Balor, dans sa promo, il disait j'ai battu 3 gars pour avoir cette place-là. Il a même battu 4. C'est faux, il en a battu 4 exactement. Ouais. Il oublie Jinder Mahal. Ouais, c'est vrai. Non, mais bon, oui, de toute façon, j'ai un vrai problème avec le concept de enterrer, enfin des trucs comme ça. Je n'y crois pas, ça n'existe pas. Et Finn Balor en est un bien bel exemple. Et on va continuer avec un mec qui justement, on était là à se dire fin 2018, ils l'ont pourri, ça va être compliqué. Et on se rend compte que peut-être une petite ceinture autour des hanches et ça repart. Je parle bien sûr de Bobby Lashley. Bobby Lashley et Lio Rush qui sont ils sont là pour célébrer tout simplement le titre intercontinental acquis au nez et à la barbe de Dean Ambrose et Seth Rollins la semaine dernière. Donc écoute, Lio Rush fait son petit laïus, hein, il vend Bobby Lashley comme quoi c'est le meilleur, c'est le plus puissant, c'est le plus musclé. Et que ils sont pas ici pour un open challenge tout simplement. Les open challenge c'est pour les enfants. Lashley lui c'est un prize fighter, hein, un petit peu comme Kevin Owens aimait se proclamer. Lui il combat pour le money, pas pour le plaisir. Et donc du coup vu qu'ils sont là pour célébrer, ils ont en profité pour faire quelques pauses. Alors il y avait un petit podium placé au centre du ring. Lashley qui pose avec les lumières qui mettent en valeur ses muscles saillants. Ce sur quoi, c'est Apollo fucking Crews qui interrompt cette joyeuse célébration. Alors Crews, il est là pour féliciter Bobby Lashley, mais que par contre, il est bien beau avec ses poses, mais que tout le monde en a rien à foutre. Ils n'ont pas payé leur place pour ça. Ils veulent le voir combattre. Donc là, Lio Rush coupe tout de suite, indique que Apollo Crews n'est absolument pas au niveau, n'est pas dans la même ligue que Bobby Lashley, mais que peut-être si Apollo Crews arrivait à poser comme Bobby Lashley, peut-être qu'il aurait une chance. Donc là, il y a un petit jeu qui s'engage. Crews qui fait son faux timide. Je dis, moi, je sais pas faire, j'ai jamais fait ça. Qu'est-ce que vous me faites chier? Il y avait une pique très bien sentie d'ailleurs de Lio Rush qui lui a rétorqué dans la foulée. Ah oui, mais d'ailleurs, si on regarde ton track record, tu sais pas non plus comment être champion.
Ça c'était pas mal. Donc du coup, Cruz piqué au vif se dit bon allez vas-y on va jouer le jeu. Et donc là c'était très drôle, chacun leur tour. En fait, Apollo Crews reproduisait les poses enfin vraiment de concours de bodybuilding là de Bobby Lashley. Donc voilà, ils en font 2-3 et puis en fait, Apollo Crews suscite une vraie bonne réaction du public. Le public est à fond, donc ça énerve Lashley. Pas gagné, hein. Non, c'était pas gagné. Bobby Lashley qui du coup, ça énerve, il le cogne dans le dos. Ça part en baston, il soulève l'Io Rush, il le balance sur Apollo Crews qui s'en sort, qui soulève l'Io Rush, le balance sur Lashley. Tout ça nous provoque un match après la pub. Écoute, un petit match pas dégueulasse, j'ai trouvé. Enfin, en tout cas, qui a bien mis pour deux catcheurs qui se ressemblent. Voilà, hein, on peut pas passer à côté de la ressemblance physique assez criante. Je trouve qu'ils ont bien mis, ils avaient chacun leur style dans ce match. Voilà, Apollo Crews qui nous a fait l'étalage de tout son athlétisme. C'est vrai que c'est assez impressionnant ce qu'il arrive à faire dans le ring. Et puis Bobby Lashley, c'était la puissance. Distraction inévitable de l'Io Rush et Bobby Lashley qui en profite pour placer son dévastateur Spear. 1, 2, 3, c'est la victoire de Bobby Lashley face à un Apollo Crews qui n'a pas démérité et qui aura eu le mérite cette semaine de susciter pas mal de réactions. Ouais. Franchement, moi j'ai bien aimé tout ce segment. Ça me fait plaisir. Déjà parce que voilà, Apollo Crews, il a un capital sympathie pour moi qui est pas bien exploité. Il y a moyen d'en faire quelque chose. C'est un monstre physique, hein, ça se voit bien. Justement, c'était l'occasion. Physiquement, il est ciselé de partout, comme Lashley, et tu l'as dit, il y a une certaine ressemblance entre les deux. Et là, voilà, c'était l'occasion pour lui de montrer qu'il savait quand même faire quelque chose, qu'il n'était pas inutile. Pareil, Lashley qui, au micro, dit rien, c'est Rush qui fait tout. Rush qui est une nuisance complète, mais là qui arrive quand même à faire le taf. Ça mène à un match pour le titre, donc c'est la première défense intercontinentale de Lashley. Alors, c'était pour le titre je croyais que c'était pas pour le titre. Alors en fait, justement, c'était pour le titre parce que quelqu'un a trouvé que Crews avait gagné le pose-off. Et du coup, le deal, c'était ça. S'il bat Lashley dans un pose-off, il a un shot pour le titre. Ok, écoute, tu vois, j'ai regardé ce match sans croire, sans savoir que c'était pour le titre. Alors là. Après, c'est Rush qui balance ça, mais en 2 secondes, quoi. Il le dit juste avant. Je crois qu'en fait, il le dit juste avant de dire que de toute façon, Crews, il sait pas être champion. Ouais. Donc il gagnera pas, donc il aura pas de title shot, quoi qu'il se passe. Ok. Ah ouais, je sais pas, j'avais souvenir. Peut-être que nos éditeurs nous corrigeront, mais j'avais souvenir que les casteurs avaient dit à un moment que voilà, c'était pas pour le titre, mais que s'ils gagnaient, machin. Enfin bref, je te fais confiance parce que généralement t'as l'oreille pour ce genre de petits trucs, donc. Ouais. Et non, voilà, donc un match correct. Ça donne envie d'en voir plus. Après, les deux vont être dans le Rumble match, donc ils vont peut-être avoir l'occasion de se recroiser déjà dimanche et puis après plus tard. Ah ouais, carrément. Je trouve que c'est un angle qui ne prend pas beaucoup de temps, l'air de rien, mais qui change un peu, qui permet de se reposer, qui permet de vous faire les choses un peu différemment. Ça a été bien mené, ça a mené un match qui était bien sympa. Moi, j'ai envie que ça continue comme ça pour l'un et pour l'autre. Ouais, écoute, je suis carrément d'accord avec toi. Ça me fait bien plaisir parce que j'ai trouvé que ce segment était très fun. Voilà. C'est léger, ça prend pas trop de temps, ça met d'une certaine manière. Alors ouais, c'est pas le summum de l'écriture et du booking, mais tous les segments n'ont pas vocation non plus à nous challenger intellectuellement, tout ça. Donc ça fait du bien de temps en temps d'avoir un truc un peu léger et c'est burlesque, complètement ridicule comme ça. Ouais. Et je trouve que Apollo Crews s'en est très bien sorti et que tu vois là en 10 minutes, il a montré plus de personnalité que pendant les mois et les mois de squash qu'il pouvait faire ou même certains catcheurs qui sont à la télé toutes les semaines sur des programmes réguliers. Voilà, là il a entertainé, il a diverti le public, ça a fonctionné. Bobby Lashley en Golgoth un petit peu que du muscle et rien dans le ciboulot, brute épaisse avec son petit manager là. Je trouve que voilà, il y a une dynamique qui fonctionne bien et comme tu dis, voilà, ça lance un petit programme qui continuera certainement pendant le Rumble et qui moi
me laisse un bon petit sentiment. Et puis, je disais aussi, au début, c'était pas gagné parce que Ah non, quand il est ça c'est arrivé à sûr. Apollo, il y avait pas eu vraiment de réaction en fait. Le public était là, ouais, tiens, pourquoi pas, c'est Apollo. Puis le pose-off a commencé et là, bon, Lashley c'est le heel, donc on va le huer. Et Apollo qui rigole, qui prend son plaisir et tout, ça donnait. Il a entraîné le public, l'air de Ouais, rien. c'est ça, et c'est pas évident à faire. Voilà, exactement, c'était pas évident et ça, c'était bien fait de sa part. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et alors, du coup, quasi sans transition, alors là, un truc qui m'a un peu moins plu, mais bon, écoute, hein, on peut pas tout avoir. Seth Rollins qui coupe la célébration en fait de Bobby Lashley juste après le match, hein, parce que en fait, la musique de Seth Rollins retentit pendant que Bobby Lashley est quasiment encore en train un petit peu de célébrer et de remonter sur la rampe. Les deux hommes se croisent, se toisent un petit peu. Alors la tension d'il y a 2 semaines où ils ouvraient Monday Night Raw avec une brawl incontrôlable, il fallait 20 personnes pour les séparer, a complètement disparu, hein, puisque les deux se regardent et puis basta, en fait, on continue les affaires courantes. Seth Rollins d'ailleurs donc se dirige vers le ring, n'en fera absolument pas mention. Lui, il est là pour parler. Alors c'est vrai que je l'avais pas dit en ouverture, mais donc c'est le Martin Luther King Day aux États-Unis. Et donc cette soirée était axée comme chaque année autour d'un hommage national, hein, parce que la WWE n'est pas la seule à le faire, hein, tous les sports US, les chaînes de télé, enfin bref, là-bas c'est quelque chose de très très fort. Donc voilà, il célèbre l'héritage de Martin Luther King, et puis par le biais d'une petite citation que j'ai oubliée, mais qui sensiblement était autour de finalement on mesure la valeur d'un homme dans les périodes finalement les plus difficiles et pas quand il est dans sa zone de confort. Enfin, je sais plus exactement. Bref, toujours est-il qu'il embraye sur sa situation actuelle. Donc là, voilà, il y a quelques temps, il était champion, double champion. Il avait même 2 ceintures dans les mains. Avec son frère, hein, Dean Ambrose, le Shield, et puis il faisait partie d'une famille, le Shield toujours. Et puis maintenant aujourd'hui, fast forward, il a plus de titre et il a plus de famille. Enfin, en tout cas, sa famille est brisée puisque malheureusement, Dean Ambrose a complètement vrillé et Roman Reigns a disparu de la circulation pour des causes tragiques. Donc, il lui reste plus que l'amour du catch et il reste plus que vous. Le WWE Universe, ce ring, ces cordes, ce micro. Alors voilà, une petite promo un peu larmoyante de Seth Rollins qui, au final, n'a pas grand-chose à dire, si ce n'est que sa passion, sa détermination va l'aider à surmonter le Royal Rumble, à battre 29 autres superstars et à aller jusqu'à WrestleMania. Ce sur quoi Drew McIntyre arrive. Drew McIntyre, lui, il dit que c'est bien joli, mais que c'est du flan, hein, grosso modo, qu'il y a zéro chance que Seth Rollins gagne le Rumble, c'est n'importe quoi, et que ce soir, il va lui montrer que déjà, il y a même zéro chance qu'ils gagnent tout simplement leur match entre eux deux ce soir. Donc bref, voilà. Drew McIntyre, Seth Rollins dans un 1 contre 1 qui s'enchaîne. Et sans rentrer dans les détails du match, Seth Rollins qui, au bout d'un match assez physique, assez dense, hein, comme on pouvait s'y attendre entre les deux hommes, surprend Drew McIntyre sur un compte de 3 et empoche une petite victoire pour son momentum avant le Rumble dans un match qui, de mon côté, j'aurais préféré n'ait jamais lieu. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, toi? Rollins nous a fait du Rollins, j'ai envie de dire. Il vient dans le ring au micro, il Et puis il raconte tourne sa en rond. vie. Oui. Il tourne en rond, c'est un peu chiant. Merde, c'est ça le top babyface de la compagnie actuellement? J'ai pas envie, moi, en tout cas, j'ai pas envie de le suivre. Il pleure, il chouine, il râle. Oui, c'est la vie, passe à autre chose, et tant pis. Bon. Ouais, c'est un peu sa spécialité, ces promos-là. On se souvient des promos qu'il faisait assis tout seul dans le stade, à se lamenter après sa blessure, Ah ouais, des non, trucs. C'est sa spécialité, hein. Ouais. Je sais que c'est sa spécialité, mais c'est un truc que j'ai jamais Ouais. vraiment apprécié chez lui. Je suis d'accord. Quand il est heal, à la limite, tu dis, bon, c'est le rôle du heal, il chouine pour un oui, pour un non. Mais là, il est face, et même le top face a priori, et tu te dis, mais il fait ça? Mais quel intérêt, enfin? Pourquoi il chouine? Pourquoi il n'est pas plutôt valeureux à dire que
il veut le titre intercontinental tout de suite, il veut pas attendre, il veut une revanche, il veut tout ce que tu veux. Et là, à part se plaindre et nous sortir qu'il va battre tout le monde au Royal Rumble, il fait rien d'autre. Bon, bah, c'est pas gagné pour moi, le pauvre. C'est un des favoris. Hein. Et alors, mais à côté de ça, il arrive quand même à sortir un match face à McIntyre qui, certes, sur le point de vue de la storyline et tout, est un peu inutile, mais est vraiment bon le match, l'air de rien. Ah oui, non, mais il est super, il est très très bien ce match. Mais moi, quand je disais... il envoie du pâté, mais c'est effectivement, on pouvait s'en dispenser, faire un angle pendant le Rumble match où l'un élimine l'autre et puis l'autre veut sa vengeance derrière. En fait, je pense qu'ils ont voulu accélérer une écriture de scénario et c'était peut-être pas le moment. Ouais, en fait, j'ai du mal à... Quand je disais, je trouve qu'il aurait jamais dû avoir lieu ce match, parce qu'en fait, je trouve que c'est très très maladroit en termes de booking, de booker en fait deux de tes potentiels favoris, hein, parce que voilà, pour McIntyre, il enchaîne, il glane quand même pas mal de victoires. Seth Rollins, c'est le top babyface comme tu dis, de les mettre dans une situation où à 5 jours du Rumble, bah t'es obligé d'en faire perdre un quasiment. Je trouve que c'est contre-productif pour vendre une stipulation comme le Rumble, en fait, ni l'un ni l'autre n'avait spécialement besoin d'une victoire de prestige pour être plus favori ou moins favori pour dimanche. Et par contre, aucun des deux n'avait besoin d'une défaite, ça c'est sûr. Ouais. Donc du coup, vraiment, je trouve que ce match est vraiment démontre d'un manque de discernement assez inquiétant quand même sur la façon d'écrire certains top guys. Ouais. Mais bon, ouais. Ouais, c'est ça, t'as ton top face, ton top heel qui se retrouve dans un match qui sert à rien. Le seul issue qui aurait été, entre guillemets, correct, c'est un match nul, mais bon. Ouais, à ce moment-là, ça sert à rien, quoi. Oui, ça mais sert ouais. à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu donnes du momentum à personne, vraiment, parce que c'est une victoire sur un roll-up. Donc, t'as jamais vraiment de momentum, Bah non, en plus, ouais. Enfin bref, voilà. Puis voilà, c'est pas, tu vois là, tu sors de là, tu te dis ah putain, Seth Rollins a gagné sur un roll-up contre Drew McIntyre, du coup, il est trop chaud pour le Royal Rumble, c'est sûr. Oui, bah, c'est-à-dire que ça va être une autre paire de manches, donc ça n'a rien à voir, quoi. Mais alors, on verra demain. On verra. Les gens qui font la review de SmackDown verront que il y a moyen de donner du momentum à un gars juste avec une action, mais on va pas spoiler SmackDown pour ceux qui n'ont pas encore vu. Il y a moyen de faire un truc facile pour donner du momentum à quelqu'un, le replacer en termes de statistiques et tout. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, ce qu'ils ont fait là à Raw, c'était un peu raté. C'était une idée. Voilà, ils avaient une idée, mais elle n'est pas bien amenée. Bah, exactement. Je suis bien d'accord. Sur le coup, peut mieux faire. Allez, on va passer du côté des tag teams, en évacuant tout de suite une séquence qui n'avait strictement aucun intérêt, si ce n'est cette volonté manifestement quasi inébranlable de la WWE d'afficher les Lucha House Party à chaque émission, puisque écoute, les Lucha House Party avaient un 3 contre 3 contre Jinder Mahal et les Singh Brothers, et bien évidemment la Lucha House Party a gagné. Je ne sais pas si tu as un commentaire à faire sur ce match. Il y a moyen de faire quelque chose de mieux, parce que l'air de rien, c'est des gens un peu talentueux. Ah oui, d'un côté comme de l'autre, donc il y a moyen de faire mieux. Mais là, c'est perdu en milieu de show, c'est le moment où tout le monde va faire pipi ou va s'acheter à boire. C'est dur. C'est du meublage. Bon, dommage. après, est-ce que c'est d'une certaine manière peut-être une façon de créer une sorte de mini storyline à raconter pendant le Rumble? On sait qu'ils aiment bien faire parfois des petites interactions comme ça, mais bon. Je sais pas. C'est possible, mais comme Kalisto est dans le Cruiserweight Championship match. Ah bah oui, je suis bête. Oui. Non. Dans le Fatal 4-Way, dont on parlera peut-être plus tard lors du pré-show du Royal Rumble. Tout à fait. Non, voilà, donc c'est dommage du coup de mettre Kalisto autant en avant alors qu'il va pas être dans le Rumble match. Yes, tu as raison. Voilà, ça n'a même pas grand intérêt en final. Bon, on va continuer sur la scène tag team plus traditionnelle et le sujet chaud de la semaine. C'était la situation du Revival. Donc Scott Dawson et Dash Wilder qui étaient en coulisses avec Vince McMahon, s'il vous plaît.
Vince McMahon, et donc ils expliquent que les dernières défaites, c'était le bordel, c'est des erreurs arbitrales, que si jamais on leur laisse une nouvelle opportunité avec un bon arbitre qui a deux yeux et qui est vigilant, c'est sûr qu'ils vont gagner. Donc d'ailleurs, voilà, Dash Wilder dit, mais on va vous proposer un arbitre et tout. Donc Vince n'est pas très convaincu. Et là, t'as Kurt Hawkins qui arrive. Alors, c'est assez drôle, Kurt Hawkins. Hein, voilà, tu sais pas ce qu'il foutait là. Il était un peu hors champ, puis maintenant il est dans le champ. Et puis bah tiens, donc Kurt Hawkins. Alors je sais, tu vas peut-être pouvoir me redire, mais bon, je sais plus exactement ce qu'il dit à Vince McMahon, mais au final, bah Vince il dit tiens. Alors oui, non, il demande encore un match, Kurt Hawkins. Mais donc voilà, et Vince McMahon il lui dit non mais attends, ça suffit, t'as trop de défaites. Parce que alors là, sa streak en est à 252, je crois. Enfin bref. J'ai même plus fait gaffe à ça. Ouais, donc là, c'est assez exceptionnel. Et donc bah, du coup, il dit non, trop de défaites. Mais par contre, tiens, Vince qui dit à Kurt Hawkins, bah tiens, par contre, pas de match pour toi, mais peut-être que tu pourrais faire un bon arbitre. Et donc il dit bah tiens, voilà, vous avez trouvé votre arbitre. Et donc du coup Kurt Hawkins sera le special guest referee pour un title shot pour le revival contre Rude et Gable, et on va tout de suite faire une avance rapide pour ce match qui aura eu lieu un petit peu plus tard dans l'émission, et donc en fait c'était assez drôle ce match puisque finalement Dawson et Wilder ont essayé de gruger, de plier un petit peu les règles, les contourner, hein, comme on dit, comme disent les commentateurs heel à la table des commentateurs. Mais en fait, ils sont excédés parce que Kurt Hawkins respecte parfaitement les règles. Il est vigilant à tout. Alors bon, c'est assez drôle parce que du coup, tu mets un petit peu en scène une sorte d'incompétence arbitrale des officiels de la WWE, et tu vois qu'un mec qui a jamais arbitré de sa vie est bien meilleur que tous les arbitres réunis. Et donc du coup, donc c'est très frustrant pour les heels, et Chad Gable qui finit par profiter d'un énième quiproquo pour placer un roll-up sur Scott Dawson et l'emporter. Bobby Roode et Chad Gable conservent le titre. Et là, les Revival, excédés, libèrent leur frustration sur le pauvre Kurt Hawkins. Et alors là, c'est la folie, c'est le n'importe nawak, c'est what the fuck, c'est la surprise. Zack Ryder arrive. Zack Ryder qui se rue vers le ring, qui expulse les Revival du ring et qui aide Kurt Hawkins à se relever. Est-ce le retour de la légendaire équipe des Edgeheads? Que va-t-il se passer? Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Alors, plein de choses, parce que du coup, ça a duré un petit moment. D'abord, la séquence backstage, le coup de la compétence arbitrale, je m'en souviens, c'était nous qui l'avions commenté. C'était pendant le Lumberjack match, où les Revival avaient subi le tombé alors qu'ils avaient un pied sous la corde. Ouais. Et tout le monde avait vu, même les Lumberjacks, mais sauf l'arbitre. Donc ça, je m'en souviens, ça m'avait bien marqué. Donc je me suis dit, c'est bien, c'est sympa, ils ont gardé cette idée-là. Qu'ils se sont fait gruger, et c'est les arbitres qui font pas attention. Kurt Hawkins, un peu out of nowhere, qui qui se retrouve bombardé arbitre, alors qu'on sait même pas ce qu'il voulait vraiment demander à Vince. Si ça se trouve, il voulait demander à être libéré de son contrat pour partir à la All Elite Wrestling, on sait pas. Hein. On sait pas, oui. Qu'est-ce qu'il voulait vraiment, et on saura jamais a priori. Le match en lui-même, il était bien, j'ai plutôt bien aimé. J'aime pas spécialement l'entrée de Roode et Gable, surtout maintenant qu'ils ont t'as Gable qui copie absolument tout, de la garde-robe à la pause à tout. J'en peux non, pas de clone s'il vous plaît, pas de clone. Ouais. Puis Zack Ryder qui vient sauver son vieux pote. Ça, alors pour le coup, c'est une petite histoire qui a commencé en dehors des rings et tout. Fait, Ryder et Hawkins étaient en convention tous les deux quelque part. Et il y a quelqu'un dans le public qui leur a demandé: est-ce que vous envisageriez un jour de reformer les Edgeheads? Et les deux se sont regardés en disant: et pourquoi pas, après tout. Écoute, moi je dis pareil, je dis pourquoi pas. Ça peut donner un match ou deux intéressant. Ça peut être des matchs pourris aussi, hein, on va pas se mentir. Ça peut donner du bon comme du moins bon. Mais moi, j'ai bien aimé ce segment-là, à part l'entrée de Roode et Gable. Mais c'est tout. Voilà, donc moi, j'ai plutôt un segment qui m'a plu. Ouais.
J'avais lu sur Reddit, il me semble, que un mec en fait se disait que la WWE et Vince McMahon en particulier avait un petit peu, alors l'expression anglaise, c'est compliqué à traduire en français, mais c'est a bullet in the chamber. Enfin, c'est plus une balle, on va dire une balle, un tir, une cartouche à tirer avec cette streak en fait de Kurt Hawkins, cette série de défaites absolument invraisemblable. Et il se disait que ouais, le jour où ils avaient envie de vraiment de plomber un mec, de le sanctionner, bah il allait se faire battre. Il allait se faire battre par Kurt Hawkins. C'était un petit peu voilà, c'est la cartouche, c'est le golden gun de Vince. Il a envie de tuer quelqu'un. Il lui envoie Kurt Hawkins et il le book pour se faire battre par Kurt Hawkins. Et du coup, là, on est en train de se dire, est-ce que cette balle, elle est pas pour le revival qui va se prendre le, C'est pas possible, c'est pas qui va se prendre le TGV Kurt Hawkins dans la tronche juste avant de partir. Bon, on sait pas. On sait pas. Bon, je pense que même si t'aimes pas spécialement lire les rumeurs, t'es quand même au courant de toute l'histoire. Inévitablement. Ouais. Donc voilà, donc est-ce que ça serait l'occasion de... Enfin, si jamais le revival s'en va vers d'autres cieux, est-ce que les faire perdre face à Kurt Hawkins qui ne gagne jamais, ça serait pas du coup l'occasion effectivement de les punir? C'est pas impossible. J'y avais pas pensé. Écoute, on verra ce qui se passe sur la toile dans les prochaines semaines, et on va enchaîner. Pour être parfaitement complet sur la scène tag team, sachez qu'on a eu un match assez fun aussi, un squash très rapide. The Ascension qui était là pour les débuts de Heavy Machinery, Tucker Knight et Otis Dozovic. Otis qui nous a bien évidemment gratifié de son Caterpillar, hein, sa chenille, enfin sa chrysalide là quand il fait son verre par terre avant sa descente du coude. Ils ont fait grosso modo un travail rapide et propre de The Ascension en gagnant avec le compactor. Ouais. Des débuts, écoute, qui ont plutôt bien fonctionné auprès du public. Complètement. Alors là, le public il était à fond quand Otis nous a sorti son show. Le public il était à donf. C'est c'est un bon moyen, je pense, pour faire découvrir à ceux qui connaissent pas. Parce que c'est vrai qu'il y avait eu le segment backstage à SmackDown la semaine dernière et le segment où ils viennent interrompre Moment of Bliss à Raw. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, voilà ce que peut faire un mec qui fait 180 kilos, je crois, un truc comme ça. C'est un beau bébé. Il est énormissime. En plus, c'est une boule. En fait, il est pas très grand. C'est une boule, le gars. Et il te sort ça et tu dis, le gars, il a tout compris. Il est entertainer. Voilà. Ouais. Non mais voilà, écoute, moi j'ai trouvé ça très cool aussi. C'était une bonne façon de présenter un petit peu une équipe de manière active, hein, parce que voilà, ça fait 2 semaines qu'on avait plutôt leur personnalité au travers de quelques segments backstage un peu foufou. Bah voilà, là on a eu le côté physique, les commentateurs qui ont bien mis en avant la All Night Tucker Knight et puis Caterpillar Dozovic là, voilà, c'était drôle. Donc voilà, moi aussi j'ai trouvé ça bien calé, bien exécuté dans cette émission. Et voilà, c'est un match qui a duré 5 minutes, même pas, en reprise. Ça suffisait amplement, parce que The Ascension, tout le monde les connaît, et il n'y a pas besoin de les présenter plus, malheureusement pour eux. Et t'as pu voir l'enchaînement de ce qu'ils sont capables de faire en face, Heavy Machinery, avec un finisher d'équipe. C'est toujours appréciable quand tu as une tag team avec un finisher commun. Et c'est pas un enchaînement de finishers individuels. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Écoute, on va continuer sur un segment. Bon, on va passer assez vite parce que on commence à avoir fait un peu le tour de la question et je ne sais pas pourquoi on passe autant de temps là-dessus. Elias était dans le ring. Il nous a fait son petit solo de guitare. Bon, ça commence un petit peu, moi j'aime bien, hein, mais ça commence à être un peu redondant. Bon, il nous fait son petit solo. Il dit que 2019 sera une année fantastique, qu'il va gagner le Rumble, mais que la route ne sera pas facile, hein. Donc, voilà. Il est content. Il nous fait WWE stands for Walk with Elias. Le public est quand même toujours chaud là-dessus, hein. Ça, y a pas de sujet. Et que, évidemment, il a préparé une chanson, mais comme toujours, sa chanson est interrompue et c'est Baron Corbin qui lui dit que sa chanson ne l'intéresse pas, qu'il ferait mieux de la fermer.
que Corbin, que Elias a failli le tuer, hein, parce que la semaine dernière, parce qu'en fait, on se souvient, c'était Elias qui avait dénoncé, vendu la mèche sur la cachette de Baron Corbin quand il était poursuivi par Strowman. Hein. Il est caché, il est dans la limo là-bas. Donc du coup, Baron Corbin lui dit que tu t'as failli me coûter la vie, alors je viens te remettre à ta place. Quelques petits échanges de piques, Elias qui se moque du fait que Baron Corbin ait été viré, qui ait pu être le general manager, qui peut plus faire sa loi. Et donc du coup Elias joue quand même sa chanson, Baron Corbin essaye de parler au-dessus. Bref, on a compris, ça se chamaille, il va y avoir un match entre les deux. Écoute, c'est un match qu'on a déjà quand même pas mal vu et qui n'a pas réinventé la roue, et c'est Corbin encore qui l'emporte sur un End of Days. Elias qui continue d'être du mauvais côté de la barrière là contre Baron Corbin. Qu'est-ce que ça t'inspire, ces échanges entre les deux? Rien. Déjà vu, déjà entendu, Ouais. fait, passer à autre chose. Ou alors apporter un angle nouveau, je sais pas. Parce que là, c'est toujours la même rengaine. Elias qui joue sa musique, quelqu'un qui vient l'interrompre. Ça se finit en bagarre, victoire de l'un ou de l'autre. Bon, ça fait pas avancer la choucroute à ce niveau-là. Faut changer quelque chose. Je commence à me lasser, moi, d'Elias. Ouais, attention. Hein. Ouais. La gimmick fonctionne toujours, mais ils ont du mal à capitaliser un petit peu dessus, quoi. C'est-à-dire que ça manque d'inspiration. On a l'impression que voilà, on lui dit bon, écoute, vas-y, Elias, prends ta guitare et va faire ton truc. Et puis, on n'a rien de spécial là, mais bon, on verra bien la semaine prochaine. Vas-y, allez, vas-y. C'est un peu l'impression que ça donne. Ouais. Bon, c'est dommage. Attention à pas laisser passer le train pour Elias, parce que il a une bonne pop. Donc bon, c'est peut-être un peu dommage de le faire perdre et contre Baron Corbin régulièrement comme ça. Oui, surtout contre Corbin. Ça, Bon, on va arriver au main event de la soirée, parce qu'il y a une scène dont on n'a pas parlé encore. C'est les femmes. Et oui, les femmes en main event, les femmes, toujours les femmes en ce moment. Et écoute, du coup, nous avons eu annoncé dès le début de l'émission, annoncé sur Twitter avant le show, vous le saviez peut-être, il y avait ce soir de prévu un tag team match entre la Hogan Boss Collection, Bayley et Sasha Banks, qui devaient affronter Natalya et Ronda Rousey, la championne. Alors on a eu un peu plus tôt dans l'émission une promo de Ronda Rousey qui disait que elle revenait un petit peu sur les événements du Moment of Bliss d'il y a 2 semaines, quand elle avait annoncé qu'elle voulait affronter Sasha pour le titre. Au début, elle la félicitait, mais Sasha a décidé de l'insulter, de prendre offense un petit peu finalement de l'honneur qu'elle lui faisait. Et puis maintenant, Sasha se comporte là de manière un peu bossy, bitchy et tout. Écoute, tant mieux pour elle, mais au Royal Rumble, c'est peut-être la boss, mais la boss va devoir répondre à la champ, à la championne Ronda Rousey. Donc écoute, ça se cherche un petit peu. Et donc, je sais plus, est-ce qu'il y a eu d'autres promos pendant l'émission? Il y a eu un Moment of Bliss aussi. Qu'est-ce que je raconte? Il y a eu un Moment of Bliss un petit peu plus tôt. Oui, moi je propose oui. de garder le Moment of Bliss. T'as raison. On va garder ça pour la fin. On va enchaîner sur le match qui aura servi de main event. Et donc, ce Ronda Rousey Natalya contre Sasha Banks Bayley. Écoute, un match pas mal. Alors je te laisserai peut-être éventuellement revenir sur certains spots si t'avais des choses, mais dans l'ensemble, plutôt une bonne dynamique tag team. C'était assez plaisant pour un match que j'avais pas spécialement envie de voir. Et sur la fin, on a Natalya qui place son sharpshooter sur Sasha Banks. Bayley qui intervient bien évidemment pour briser la prise de soumission. Et en fait, toute l'action s'étend un petit peu aux abords du ring avec Bayley qui est aux prises avec Ronda Rousey. Et pendant ce temps-là, en fait, Sasha Banks en profite pour appliquer son bank statement et soumettre Natalya pour la victoire. Après le show, après la tension monte un petit peu pour fermer, pour clôturer cette émission. Donc voilà le résultat final. Sasha Banks qui chope une petite victoire en soumettant Natalya pour ce Go Home Show en amont de leur match. Qu'est-ce que tu as pensé de ce dernier épisode entre les deux? Très franchement,
le match est pas mauvais, mais je sais pas, c'est peut-être que je commençais à saturer un peu. J'ai pas tellement apprécié quand même. Il y a des moments, je me disais, c'est un peu long. Ça manque de spots marquants, justement. Tu me disais revenir sur des spots. Non, mais c'est pour ça d'ailleurs, ouais, je te lançais un petit peu la balle, mais j'en avais pas qui me revenaient, ouais. Bah, c'est pareil, voilà. Le match, il était pas marquant en soi. Ce qui était intéressant, c'est le face-à-face verbal entre les deux à la fin, pendant le générique de clôture. Là, c'était plus intéressant. Non, bah, voilà. Ronda qui fait du Ronda en termes de promo. Elle essaye, entre guillemets, de se rattraper aux branches par rapport à ce qu'elle a pu dire avant. Mais la flamme est déjà allumée, l'incendie est déjà commencé. À voir si, du coup, elle saura l'éteindre dimanche. Yes. Ouais, non, c'est le genre de match où je trouve, enfin, moi, personnellement, c'est pareil, j'aurais aimé qu'on s'en passe. Je trouve que c'est un problème qu'a la WWE, je tape sur mon bureau, qu'a la WWE de manière générale. Elle arrive pas à garder son challenger et son champion éloignés l'un de l'autre. Je trouve que on n'est pas obligé en amont d'un match pour le titre d'avoir sans cesse des matchs croisés, des tag teams, des trucs pour. Ils peuvent aussi ne pas s'affronter dans le ring et ne pas se toucher avant un match et je sais pas, Ronda Rousey aurait pu aller éclater Bayley de son côté et Sasha Banks aurait pu aller éclater Natalya de son côté. Moi, c'est un truc que j'ai du mal, c'est de faire tout le temps des croisements. Non, ou même juste, elles finissent en segment. Elles se font oui, ou ça aussi, tout simplement. Une petite guerre verbale, et tu fais monter l'intensité avec quelques pics bien choisis à droite à gauche. Limite une petite brawl des familles, mais là c'était un peu raté, je trouve. L'idée était là, monter l'intensité. Bah, c'était un peu raté. Ouais, je suis un peu pareil. Allez, on va finir avec donc les femmes, un segment que je vais malencontreusement oublier, et pourtant il a son importance. Il a une grande importance dans le paysage féminin, puisque c'est le Moment of Bliss. Hein, c'est ce talk show qui est devenu régulier. Hein, c'est la 3e semaine de suite, si je ne dis pas de bêtises. Donc Alexa Bliss, qui cette fois n'a pas été surpris nue dans son vestiaire cette semaine, à mon grand désarroi. Alexa Bliss, qui était donc sous le Titantron pour animer son Moment of Bliss. Son invité ce soir est Nia Jax. Juste avant ça, elle est là pour nous hyper un petit peu pour le Royal Rumble féminin, bien entendu. Elle nous a annoncé qui étaient les participantes de ce Royal Rumble à ce jour. Donc elle nous fait une longue liste de noms de catcheuses qui se sont déclarées. Je les ai plus en tête, mais vous pouvez trouver. Pour l'instant, il n'y a pas de surprise. Hein, évidemment, tous les spots, il y a encore des spots ouverts pour quelques retours, quelques caméos, on imagine. Alexa Bliss qui donc ensuite fait arriver Nia Jax. Alexa Bliss qui commence son interview et dit écoute, si tu gagnais, Nia, voilà, toi qui as été une de mes amies puis une de mes pires ennemies, elle essaye de se rabibocher un petit peu. Elle dit oui, si tu gagnais ce dimanche, qui choisirais-tu en tant que championne pour utiliser ton shot, quoi. Et elle n'a pas le temps de répondre puisque Ember Moon arrive. Bliss, alors là, qui s'agace un petit peu. Je fais, qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai pas invité, c'est mon show. Écoute, Moon, elle en a rien à foutre. Elle est là pour dévoiler ses intentions. Elle compte pas rester dans les coulisses et attendre qu'on lui pose la question. Elle est là pour déclarer ses intentions pour le Rumble. Elle dit qu'elle va gagner. Et puis alors là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit, puisque là, du coup, Alicia Fox arrive, elle dit que c'est la capitaine de la division et que c'est elle qui ira à WrestleMania qui va gagner. Et là, du coup, il y a Mickie James qui arrive, qui dit qu'elle a déjà volé la vedette à WrestleMania, nanana. Et voilà, d'autres participantes du Rumble, c'est la folie. Donc là, il y a quasiment toute la division féminine qui est sur la scène. Et Alexa Bliss, donc là c'est très drôle, qui perd complètement le contrôle de son émission alors qu'il grimpe sur son petit tabouret et puis qui hurle ça suffit, c'est mon émission, vous me faites honte, machin. Mais bon, ça n'a aucun effet et les filles finalement avec toute cette tension décident de se foutre sur la gueule. Donc c'est la grande brawl générale. Le Royal Rumble, c'est ça aussi, hein, c'est la folie, c'est le chaos. Donc les filles se cognent, ça part dans les coulisses, ça se tape dessus. Et pendant ce temps-là, retour caméra dans l'arène, Alexa Bliss qui est un petit peu toute penaude devant son Moment of Bliss ruiné. Et puis là,
Et toujours sur son fauteuil en plus. Ouais, toujours sur son fauteuil, donc c'est assez drôle. Tu vois le public d'ailleurs qui s'amuse un petit peu de la situation. Alexa Bliss avec ses petites mimiques, c'est marrant. Bon, elle est là. Bon bah, écoute, de toute façon, voilà, elle dit bah puisque c'est comme ça, je vais en profiter parce que j'avais pas fini et que ça va être un moment of bliss mémorable puisque j'ai une annonce à faire. Et alors là, c'est la pipe bomb de la soirée, le moment qu'on attendait pour certains, enfin en tout cas pour moi. Elle nous annonce qu'elle sera dans le Royal Rumble de cette année, Alexa Bliss, qui donc a été cleared par les médecins manifestement. Elle avait eu, voilà, on sait qu'elle était traitée pour commotion depuis un petit moment. C'est des blessures, voilà, c'est toujours des blessures assez chiantes. Ça peut durer 2 semaines comme des mois, comme parfois pour toujours. Et donc Alexa Bliss, ce point d'interrogation au-dessus de sa tête est enfin levé. Elle sera dans le Royal Rumble de cette année. Et alors là, stupeur encore, puisque le public a à peine le temps de popper que une musique inconnue à nos oreilles de suiveurs de Raw et de SmackDown retentit, c'est celle de Lacey Evans, la lady de NXT qui arrive. Et puis alors là, donc j'ai bien aimé l'opposition de style, hein, parce que voilà, Alexa Bliss qui avait ce rôle un petit peu de petite fille contrariée. Et puis à côté de ça, on avait voilà la femme sophistiquée, très très hautaine, qui justement venait lui expliquer que vous étiez toutes des filles sans manière, mais vous avez de la chance puisque voici la gagnante du Rumble. Ce ne sera pas une petite fillette comme toi, ce sera une femme sophistiquée. Et donc là, elle parle d'elle à la 3e personne. Donc Lacey Evans fait son entrée également. On a vu hein, les rookies de NXT avaient cette semaine des rôles beaucoup plus actifs à Raw, et Lacey Evans a volé le spotlight d'Alexa Bliss. Qu'est-ce que tu as pensé de ce segment et de ce que ça impliquait? Bah écoute, le Royal Rumble, tu l'as dit, c'est un peu le bordel, c'est la folie, c'est un peu du grand n'importe quoi. Bah je trouve que cette brawl, elle caractérise bien le Rumble match. Voilà, c'est l'envie de tout le monde de gagner, l'envie de tout le monde de dire qu'il est la meilleure ou la meilleure. Voilà, moi ça me déplaît pas ce genre de brawl, surtout quand ça implique toutes les prétendantes d'une division. Donc ouais, ça c'était sympa. Mais c'est vrai qu'on retiendra surtout la grosse annonce d'Alexa Bliss qui est enfin de retour. Et donc se pose comme gagnante potentielle, hein, en tant que multiple championne féminine, en tant que déesse de la WWE, tout ça. Effectivement, c'est pas impossible que Alexa gagne. Ouais, c'est un gros nom là qui fait son entrée dans le champ des participants, et c'est vrai qu'on s'y attendait pas. Et puis cette façon d'avoir annoncé ce qui était censé être quand même une assez grosse news et de l'avoir coupé tout de suite avec cette arrivée de Lacey Evans qui marque son territoire, j'ai trouvé ça pas mal. Hein. Ouais, ça c'est alors voilà, je vais y venir à Lacey Evans. C'est bien aussi du coup parce que ça la démarque des autres qui étaient justement qui se sont bagarrés, qui étaient comme des chippies, des gamines, et comme elle le disait. Et elle arrive avec ses manières à elle et elle dit c'est moi qui vais gagner de toute façon. C'est très classique, mais c'est bien réalisé parce que du coup ça te pose la gimmick du personnage juste en 2 minutes. Tu sais que voilà, elle se veut sophistiquée, au-dessus des autres, distinguée, alors que les autres sont toutes des bagarreuses dans l'âme. Elle n'est pas comme ça, elle se battra s'il faut, mais c'est une femme de la haute société, et les femmes de la haute société ne se battent pas. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est vrai que du coup, je rebondis un peu là-dessus, parce que j'avais clos mon propos là-dessus. Voilà, bon, c'est les 2 semaines précédentes, on avait un peu un changement de dynamique. On avait arrêté les vignettes pour les arrivées d'NXT, et puis on les faisait participer un petit peu à des segments backstage où on les voyait un petit peu en coulisses. Parfois ils disaient pas grand-chose, mais on essayait de les introduire un petit peu de manière dynamique dans le show pour montrer un peu leur personnalité. Cette semaine, ils avaient pour la plupart des rôles beaucoup plus actifs. On a vu Heavy Machinery qui a catché, Lacey Evans qui a du coup eu ce segment très impactant avec une mini promo au micro. Nikki Cross qui avait catché la semaine dernière. Un peu plus.
Et Nikki Cross Et Nikki Cross qui était dans le Brawl exactement là cette semaine, donc pareil, un rôle assez actif. Bon, c'était drôle. On a eu un petit, il me semble, c'était Dana Brooke qui a interagi un petit peu avec EC3 un peu plus tôt dans l'émission. Ouais. Qui d'ailleurs, il a pas dit un mot. Et il ne parle pas. Juste là ouais, il ne parle pas. C'est ça sa gimmick. Bon bah pourquoi pas, mais il est bon au micro, ça serait dommage de le gâcher. Non, mais en tout cas, je trouve que c'est assez intelligent ce qu'ils font en ce moment, au lieu d'user et d'abuser de quelque chose qui est assez éculé, le package vidéo qu'on te martèle semaine après semaine avant de faire venir un mec. Bah là, je trouve qu'en 3 semaines, tu vois, un peu pour toutes les arrivées, on a appris à les découvrir dans plein de situations différentes, et je pense que le public mainstream voit mieux qui c'est. Et c'est vrai que quand ils vont débuter officiellement dans un show avec leur première rivalité, ils vont avoir des personnages qui, je pense, sont mieux ancrés dans l'inconscient collectif qu'avec des vidéos à l'ancienne et tout. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal, encore une fois, dans cette émission, comment ils se sont servis de ces petits nouveaux. À noter que le seul nouveau qu'on n'a pas vu soit backstage dans le ring. Et oui, c'est censé être le plus gros. Celui qui avait été annoncé le plus. Le hottest free agent. Okay. Mais voilà, écoute, je sais pas où il en est parce qu'il y a, on lit un peu tout et n'importe quoi en ce moment sur le net le concernant. Bon, à voir ce qu'il va vraiment avoir. J'espère pour lui que c'est pas un truc. Non, oui, c'est sûr. De toute façon, on souhaite ça à personne. Mais bon, oui, on espère en effet que le train, il va pas louper le train lui aussi, quoi, parce que là, en ce moment, ça a l'air d'être un moment propice pour quelques montées sympathiques. Le Rumble est à quelques encablures, WrestleMania aussi fatalement. Donc c'est pas le moment de rester sur le carreau, quoi. Mais oui, écoute, ouais. Donc tout ça fait que nous avons fini ce Monday Night Raw et cette couverture de Monday Night Raw, et c'est l'heure du top, du flop et de la note, Badka. Alors, mon flop, ça va être un peu le same old shit. Non, je suis là. Ah, pardon. C'est juste que j'avais mon Wi-Fi qui avait sauté 2 secondes. Donc je reprends. Mon top, ça va être le same old shit qui bouge pas. Que ce soit Seth Rollins, Elias, Paul Heyman, Vince McMahon qui racontent toujours la même chose. Faut peut-être se renouveler un peu. C'est bien d'avoir des bases solides, mais à un moment, faut savoir les dépasser aussi. Ça serait mieux. Mon top, mon top, je vais le donner à celui qui a saisi une opportunité qu'on lui donnait, qui s'en est bien sorti. Donc Apollo Crews à mon top cette semaine. Il a eu une petite opportunité, il a su la saisir et en faire quelque chose. Bravo à lui. Moi, j'ai bien aimé. Et la note, je vais donner un 2,75. Parce que même s'il y a des moments c'était un petit peu long, j'ai vraiment apprécié la majorité des segments. Donc je suis un petit 2,75 et on continue sur cette lancée optimiste du début d'année pour moi. Donc moi ça va être une nouvelle fois assez proche parce que on va évacuer, tu l'as dit, on a le même top pour les mêmes raisons. Je ne peux pas ne pas lui donner. Apollo Crews il m'a mis la banane, et rien que pour ça, écoute, ça me fait plaisir parce que voilà, je suis comme toi, ça me fait plaisir quand il y a des gars qui sont pas là souvent, mais quand ils ont une petite opportunité, ils en tirent le maximum, et c'est ce qu'il a fait. Donc c'était très cool ce qu'il nous a proposé, Apollo Crews, il m'a bien fait marrer. Mon flop, je vais le donner à, on en a déjà parlé, à Seth Rollins, qui m'a gonflé cette semaine avec sa promo hors de propos. On a l'impression que d'un seul coup, je sais pas, c'est le combo. J'oublie Dean Ambrose, j'oublie Bobby Lashley, et puis je recommence à me lamenter sur ma situation, et puis voilà, et puis ce match après qui a enchaîné, ça m'a fait chier. Donc ce segment Seth Rollins m'a gonflé, et j'aimerais qu'il soit un peu plus inspiré. D'ailleurs, tu viens de parler de Dean Ambrose. Oui, il a eu une petite promo, c'est vrai. On n'en a pas parlé, il a eu une petite promo comme. Bon, il annonce qu'il va être au Rumble et qu'après il va s'occuper de Bobby Lashley. D'ailleurs, à ce titre-là, il y avait aussi une autre promo assez drôle de Titus O'Neil qui annonçait qu'il serait au Rumble, et du coup le cadreur arrive dans son champ et il pète un câble. C'était assez marrant aussi, mais bon voilà. De toute façon, il y en a eu un petit paquet comme ça, des mini promos oubliables.
pendant l'émission. Ouais. Et puis ma note c'est comme toi, c'est 2,75. J'étais parti au début pour mettre la moyenne parce que j'ai trouvé que pour un Go Home Show c'était assez moyen. Il s'est pas passé énormément de choses à part le retour officiel d'Alexa Bliss en quelque sorte. Mais bon, de manière générale, il y avait des petits points d'encouragement. C'est un peu plus digeste que d'habitude Raw en début 2019, donc 2,75 pour une émission qui se regarde et qui donne quand même un petit peu envie. Mais bon, moi, de toute façon, je suis déjà vendu pour le Royal Rumble. Moi, c'est trop facile. Le Royal Rumble, c'est mon pay-per-view préféré quasiment. Enfin oui, après WrestleMania, c'est hors catégorie. C'est le Rumble, donc j'ai bien hâte. Et j'espère, chers auditeurs, que vous avez hâte aussi, puisque c'est ainsi que se termine cette review de Monday Night Raw. Comme toujours, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Alors Twitter @catchupcdc, sur Facebook aussi sur la page catchupcdc, @catchupcdc également, sur YouTube, sur Spotify, sur iTunes pour les versions audio. Et puis voilà, je crois qu'on a tout dit. Continuez à commenter, à nous rejoindre également sur Discord. Vous pourrez trouver le lien dans la description si vous regardez ou que vous écoutez cette review sur YouTube. Et puis Bad Karma, je te remercie pour cette participation. Et je vous souhaite à tous par avance un excellent Royal Rumble. Profitez, c'est un pay-per-view fun, regardez-le avec des potes, marrez-vous, et en tout cas, on sera au rendez-vous déjà cette semaine pour la review de SmackDown. Très probablement pour un pré-show de Takeover Phoenix et du Royal Rumble ce week-end. Mais pour ça, il faut vous abonner pour le savoir. Et puis après, l'analyse de tout ça arriveront la semaine prochaine. Donc, voilà, bonne fin de semaine de catch et bon week-end. Allez, ciao tout le monde, salut. Ciao.